Bonjour, bienvenue sur notre troisième webinaire de chez Reboot Conseil concernant l'IA ainsi que ses divers aspects. Vous avez eu l'excellente introduction de Yaniv il y a 2 semaines, le sujet sur les IA éthiques de Johan la semaine dernière, et maintenant, moi aujourd'hui, je vais vous parler des agents IA en tant que futur de tout ce qui est système informatique, voire organisationnel. Le sujet est passionnant. On va aborder l'actualité de ce domaine, en quoi consiste un agent IA, certaines de ses composantes, certains de ses risques, comment on peut mitiger ces risques, et tout à la fin, donc toute la présentation sera pour un tout public, mais tout à la fin, on aura une présentation un peu plus technique sur comment vous, avec vos équipes de développeurs dans votre organisation, vous pouvez implémenter un agent type React, et je vous expliquerai ce que c'est assez facilement en réalité en utilisant le framework LangGraph. Tout d'abord, pourquoi est-ce que je dis que les agents IA sont l'avenir des systèmes informatiques et organisationnels? Et je tiens à dire ça, c'est pas juste en fait une vue de l'esprit ou mon préjugé, c'est vraiment la tendance très lourde de l'industrie à cet égard. En fait, qu'est-ce que c'est en un mot un agent IA? C'est un système informatique qui est capable de prendre des décisions de manière autonome et qui a certaines caractéristiques. Bien sûr, je vais développer un peu plus, mais pour ouvrir mon propos, je voudrais parler des dernières nouvelles et développements. Ça a été très difficile d'ailleurs de choisir parmi les news sur les agents, assez de news qui rentrent dans une slide, mais qui sont pour moi, je vous ai sélectionné celles qui sont pour moi le plus importantes. Le fait que Microsoft actuellement, en utilisant Copilot Studio, pousse vraiment, vraiment beaucoup de sociétés, fait un gros démarchage, un gros investissement en tout ce qui concerne le software de manière commerciale, etc., pour pousser les organisations à utiliser des agents que des end users, c'est-à-dire des utilisateurs qui n'ont pas forcément un profil très technique, pour les pousser à créer des agents qui tourneraient 24 heures sur 24 sur des tâches de bureautique diverses. En gros, ce sont des pipelines qui vont dire, grâce au fait que les agents comprennent le langage naturel, ils vont leur dire, bah, si tu reçois un email de telle société, tu rediriges sur tel pipeline, etc. Et en fait, on peut coder des comportements sans avoir besoin de savoir coder à proprement parler. On peut coder en langage naturel. Donc ça, c'est une des nouvelles qui a défrayé la chronique récemment sur les agents IA. On a aussi le fait qu'il y a une startup qui s'appelle /dev/agents, dont le but est de créer un système d'exploitation basé sur des agents, qui a levé récemment 56 millions de dollars. Ce sont des anciens de Google qui font ça. Et on se rend compte de plus en plus, après la tentative ratée de faire ça de Microsoft, justement, avec leur outil Recall qui posait beaucoup de problèmes concernant la privacy des utilisateurs. On constate en fait que plus le temps va passer, plus l'UX d'un être humain avec un système informatique sera basé sur une discussion avec un agent. On a aussi récemment Perplexity qui a créé un service qui permet carrément depuis leur plateforme. Alors pour rappel, Perplexity, c'est un moteur de recherche basé sur l'IA, qui permet en fait de manière conversationnelle d'obtenir non seulement des liens vers ce que vous recherchez, comme si vous faisiez une recherche Google, mais aussi les réponses directement. Avant, on parlait de search engine, aujourd'hui, on parle de answering engine. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher des liens qui vous emmènent vers la réponse, vous avez la réponse qui vous est formulée directement par l'agent de Perplexity. Et aujourd'hui, Perplexity a sorti récemment, très récemment, un agent qui permet en fait de faire des achats, par exemple pour le Black Friday. Vous pouvez poser la question directement au bot, bah, j'ai besoin d'un casque de vélo de telle couleur. Et ben, sans même quitter la plateforme, vous allez de manière très conversationnelle et naturelle faire vos achats. Donc ça, c'est parmi les récentes news, et j'ai dû en sélectionner. Il y en a une énorme aussi qui est sortie récemment, c'est le Computer Use de Claude, qui permet, grâce à l'application Claude Desktop, Claude étant le modèle d'Anthropic, de manipuler votre desktop, c'est-à-dire votre bureau, pour faire des tâches grâce à un agent qui comprend ce qu'il voit. Donc on le voit de plus en plus, l'intégration en interface conversationnelle sur plusieurs modalités, texte, voix, image, vidéo, devient de plus en plus répandue, même si elle est encore aujourd'hui avant-gardiste. Et je vais corroborer mon propos par la suite, mais d'abord, je me présente parce que je ne l'ai pas fait.
Moi, je suis qui? Bah, je suis Yacine, je suis développeur full stack depuis 6 ans maintenant. J'ai fait 10 ans d'armée avant et je suis tombé pardon, dans le chaudron de la tech en 2018. Bah, ce qui me passionne, c'est la tech, l'IA, le génie logiciel et chez Reboot, nous avons le grand plaisir d'animer l'IA Squad, qui est une verticale dédiée au sein de notre société à, former, bah, déjà nos collaborateurs sur tout ce qui est enjeux liés à l'IA, former nos partenaires et nos clients sur ce domaine-là et aussi, bien entendu, faire des prestations liées à l'IA, que ce soit du modèle prédictif, que ce soit du chatbot, que ce soit de la computer vision. Nous, on a compris très tôt le caractère transformateur de cette technologie et on est à fond et c'est pour ça qu'on aime partager ça avec vous. On est convaincu du potentiel de cette technologie, mais vraiment en dehors même de l'aspect commercial, sur l'impact dans notre mode de vie et voilà qui je suis, un passionné d'IA. Du coup, je vais enchaîner parce que depuis tout à l'heure je parle d'agent, mais j'ai pas vraiment expliqué. Du coup, qu'est-ce que c'est un système agentique? Un système agentique, ben, c'est un système qui a 4 caractéristiques principales. Le fait qu'il soit capable de prendre des décisions de manière autonome, c'est-à-dire sans intervention humaine. Le fait qu'il soit capable de raisonner et il faut vraiment, définir, le terme raisonner quand on parle d'un LLM. Il s'agit d'un raisonnement qui, dans certains domaines, est supérieur au raisonnement humain dans la mesure où il est capable de traiter plus d'informations et dans d'autres domaines, c'est, un raisonnement qui est bien inférieur à ce que nous sommes capables de faire, de par la nature même, de ces IA. Par exemple, si vous avez besoin d'un raisonnement qui est basé sur des conclusions, sur des observations de milliers et de milliers de données, de points de données différents, là, vous n'allez jamais matcher l'intelligence, d'un LLM. Par contre, s'il s'agit de faire des raisonnements par analogie, par induction, encore aujourd'hui, peut-être que ça va changer dans le futur, nous sommes plus intelligents que les agents, sur ce point-là. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le cadre des organisations encore humaines dans lesquelles nous travaillons, il y a une vraie complémentarité entre les capacités de raisonnement d'une IA qui nous dépasse dans bien des aspects et nos capacités à nous qui restent quand même, je pense, nous restons l'ordinateur le plus performant de la planète à l'heure actuelle, nous, êtres humains. Donc ça, c'est la deuxième partie de ce que c'est qu'un système agentique, une capacité de raisonnement, une prise de décision autonome. On a aussi, le fait qu'on puisse tout simplement lui parler sans formatage aucun, c'est-à-dire en langage naturel. Donc ça, c'est vraiment, une révolution et c'est ce qui a permis l'adoption massive de tous ces chatbots que tout le monde utilise aujourd'hui au quotidien. C'est qu'on n'a pas besoin, sauf si on veut devenir un power user, on n'a pas besoin de faire vraiment attention à ce qu'on dit à une IA, elle comprend. Et finalement, le dernier point d'un système agentique, c'est qu'il a conscience de son environnement. C'est-à-dire que, le développeur ou l'organisation décide de donner accès à certains capteurs, à certains systèmes externes à un LLM et à partir de là, il peut percevoir son environnement via le prisme de ces capteurs. Bah, on voit apparaître aujourd'hui de plus en plus, de robots physiques, pas juste des machines, software. C'est ce principe-là, c'est juste l'extension du fait de brancher des systèmes externes du point de vue software, sauf que là, on va dans le monde réel et je vais vous montrer un exemple juste après. Donc les agents IA, ils opèrent toujours sur une couche software, ça reste un logiciel et on peut y brancher ce qu'on veut, que ce soit d'autres softwares ou des, appareils, physiques. Pourquoi c'est différent d'un programme, traditionnel qu'on utilise, depuis des années? Typiquement, je vais te de programmes traditionnels. Une appli, Yoann aide-moi, vraiment l'appli traditionnelle de base. Heu, une appli de gestion, un ERP, merci Johan. Typiquement, ce genre d'applications sont très complètes. Vous êtes dans votre organisation, vous permettent de faire, du tracking, de plein de choses, mais vous devez toujours respecter un certain format, une certaine séquence d'actions, et vous avez un output, c'est-à-dire une sortie et un input, c'est-à-dire une entrée de ce que vous tapez dans le programme qui sont très, très déterministiques. Avec les agents, tout ça change entièrement dans la mesure où on a vraiment une relation libre à la machine puisqu'on peut lui parler en, langage naturel.
Donc, je vais lister un peu ces différences. Dans les programmes traditionnels, on a un fonctionnement, comme je vous l'ai dit, déterministe et séquentiel. Si on reprend l'exemple de l'ERP, vous allez devoir apprendre à utiliser l'ERP. Vous allez devoir apprendre qu'il faut cliquer là, ouvrir un dossier ici, remplir tel formulaire pour réaliser telle action dans le cadre de votre organisation. Vous avez des sorties prévisibles, des sorties, c'est-à-dire ce que vous recrache en quelque sorte le logiciel, c'est toujours le même format, c'est basé sur des règles qui sont définies à l'avance. L'entrée, c'est pareil, c'est-à-dire ce que vous ajoutez comme données dans le programme et souvent, plus le programme se complexifie, plus les pipelines qui permettent d'effectuer telle ou telle action se complexifient aussi, demandent de la maintenance, de développement plus élevée, plus coûteuse, du temps aussi de conception plus élevé, plus coûteux, à partir du moment où on ajoute des règles de gestion dans un programme et la plupart des professionnels du logiciel, en ont conscience. Je l'espère pour eux. La reprogrammation manuelle de ce type d'outils, souvent, justement, implique, des interventions supplémentaires qui coûtent de l'argent, qui coûtent du temps, qui peuvent induire de nouveaux bugs et cetera. Je ne dis pas que tous les bugs vont disparaître à partir du moment où vous allez utiliser des systèmes agentiques, mais le fait qu'on puisse communiquer avec eux, de manière très, très souple, vont, mitiger certains de ces problèmes. Par exemple, un programme agentique va avoir une adaptabilité basée sur la tâche. Reprenons l'exemple de l'ERP. Merci Johan, c'est vraiment un exemple. L'exemple de l'ERP, typiquement, qu'est-ce qu'on fait dans un ERP? On va suivre des commandes de colis, par exemple. Heu et ben, dans un ERP classique, on va aller dans le menu qui est fait pour ça, taper à la main son numéro de commande et cetera. Mais dans un programme agentique, vous allez juste avoir une interface peut-être de type chat, voire à la voix, et vous allez dire, un peu comme dans Iron Man avec Jarvis, quels où en sont ces colis-là, que j'ai commandés tel jour? Et là, vu que l'agent est connecté à des systèmes externes, il va comprendre qu'il a besoin d'appeler ce système-là ou cette fonctionnalité-là pour réaliser sa tâche. Donc on a une adaptabilité du programme agentique, on a une polyvalence totale dans les sorties, c'est-à-dire dans ce que vous redonne le LLM une fois que vous avez interagi avec lui, dans ce que vous redonne l'agent, pardon. Vous allez pouvoir avoir du texte, des images. Aujourd'hui, il y a un domaine qui se développe grandement qui s'appelle le text to chart, c'est-à-dire vous allez avoir des visualisations, des graphiques en tout genre. Vos programmes aussi, agentiques peuvent garder, en mémoire l'historique de toutes les interactions et de toutes les interactions qu'ont fait les utilisateurs avec et du coup, ils vont pouvoir s'adapter au fur et à mesure aux préférences de ces utilisateurs. On parle déjà aujourd'hui de self-healing code base dans certains domaines, en gros des programmes qui vont s'auto-réparer en fonction des bugs qu'ils rencontrent. C'est vraiment un monde fascinant qui s'ouvre à nous. Ils sont aussi capables d'être proactifs et là, LangChain parle par exemple de ambient AI, c'est-à-dire aujourd'hui, selon l'acception commune, on va interagir avec une IA via un chatbot, mais dans le futur, c'est l'IA qui va intervenir avant même qu'on demande quoi que ce soit dans différents systèmes. Et ça, c'est l'IA ambiante qui va pouvoir anticiper des besoins et qui est capable aussi d'analyser ce qu'elle a fait après action. Et du coup, on entre vraiment dans un nouveau paradigme. On n'est plus dans une séquence d'actions selon des règles prédéfinies, mais on est dans une adaptabilité constante en fonction de la tâche et des systèmes disponibles à l'instant T. Donc, on a des systèmes qui sont excellents avec des entrées non structurées et qui ont aussi ce travers que n'ont pas les programmes traditionnels, qui sont parfois imprévisibles. Et ça, on va en parler après. Donc, les agents d'IA, c'est ce que je veux que vous reteniez de cette slide, c'est qu'ils offrent cette flexibilité que n'offrent pas les programmes traditionnels et tout un champ des possibles qui n'existait pas avant, juste parce que, comme le dirait Pierre-Marie qui travaille chez nous, on a hacké le langage naturel, tout simplement. Euh, donc aujourd'hui, pourquoi je vous dis que c'est pas juste mon avis, mais que c'est une tendance lourde, c'est parce qu'en termes de business, les agents, ça va représenter un énorme marché d'ici très très peu de temps. Aujourd'hui, on a déjà un marché qui atteint 5,1 milliards de dollars dans le monde. Donc, pour une technologie naissante, c'est quand même assez impressionnant. Il y a d'autres technologies qui n'ont pas eu ce niveau d'adoption en termes pécuniaires si vite. Euh, En 2027, on parle d'une croissance de 50% dans l'adoption de systèmes agentiques dans toutes les entreprises dans le monde. Et je suis désolé de vous le dire, mais
Les entreprises leaders dans le domaine seront des entreprises asiatiques, en deuxième position nord-américaine, et en Europe, on aura un niveau d'adoption moins grand. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se mettre à la page, parce que de toutes les façons, ce sera le futur. Il y a des explications qui ne sont pas nécessairement négatives pour la partie européenne. On a aussi des réglementations plus strictes qui tendent à vouloir éviter les dérives que rencontreront peut-être les entreprises et surtout les consommateurs asiatiques et nord-américains. Et en 2030, bah là, le marché aura complètement explosé et je pense que, en tant que développeur, je pense que l'appli de base, dans un futur très proche, sera une appli agentique. Et du coup, les secteurs dans lesquels on va rencontrer ce type d'agent, bah, il y en aura plein. Il y aura la santé, la finance, l'éducation, le support client. On le voit déjà avec, le trading algorithmique, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Donc on a 2 choix, soit on est effrayé par cette, avancée technologique, cette tendance, soit on l'embrasse complètement et on devient compétent en la matière et on en tire, le plus grand profit. Moi, je suis plutôt de la deuxième école, mais je laisserai Yaniv parler la semaine prochaine des dérives potentielles de tous ces systèmes. Ce sera passionnant. Du coup, pour que ce soit plus concret, je voulais vous parler d'un exemple, bah, qui est déjà, implémenté dans la vie réelle et que des utilisateurs rencontrent tous les jours, dans les villes de San Francisco et Los Angeles, par exemple. Ben, c'est la société Waymo qui fait des taxis autonomes, c'est-à-dire sans conducteur. Ce ne sont pas des Tesla, ils ont «pimpé» entre guillemets, des Jaguars et d'autres types de véhicules avec toute une série de capteurs et vous avez aujourd'hui, 150 000 trajets payants par semaine dans certaines villes américaines faites par des véhicules agentiques. Pourquoi ils sont agentiques? Bah, c'est parce que si je reprends les caractéristiques d'un agent, ils prennent des décisions de manière autonome. À quelle vitesse je vais? Est-ce que je freine? À quel moment je freine? Quand est-ce que je tourne? Ils ont des capacités de raisonnement, c'est-à-dire optimisation du trajet, optimisation d'un certain style de conduite, et cetera. Ils comprennent le langage naturel, à savoir quand l'utilisateur leur dit: «Je veux aller là», bah, ils y vont et ils ont conscience de l'environnement, bah, sinon je pense que tous les chefs de Waymo seraient en prison à l'heure actuelle. Et du coup, c'est vraiment passionnant de voir que ces applications ne sont pas juste des abstractions, qu'elles prennent vie dans la vie réelle, déjà de consommateurs américains et bientôt dans la nôtre. Ça utilise des technologies de pointe, donc là on a du hardware, du software, et les performances sont juste exceptionnelles parce que il y a une étude récente qui est sortie sur le nombre d'accidents avec des conducteurs humains comparé à un nombre d'accidents sur les véhicules Waymo. Ben, la performance est sans appel, c'est plus sûr de rouler dans ce type de véhicule que, désolé, avec un chauffeur humain. Et du coup, les composantes techniques cette fois d'un système agentique, maintenant que je vous ai parlé de ce qui caractérise un agent, bah, qu'est-ce qui le forme? De quoi est-il composé? Il est composé de ce qu'on va appeler un framework décisionnel. En gros, c'est, les «règles» entre guillemets, la façon de penser qu'on lui a programmée, ou comment il est censé définir des objectifs, comment il est censé prioriser des tâches, à quel système il est branché et comment il doit faire appel à ces systèmes. C'est une sorte de framework qui lui donne en gros, son rôle, tout simplement. Par exemple, vous n'allez pas donner le même framework décisionnel à un agent qui fait du customer support, à un agent qui va, faire des opérations de trading en ligne. Ce sont, des décisions où là, je pense que nous, notre rôle de développeur, va surtout s'orienter là-dedans. Comment on veut, programmer un agent pour qu'il remplisse au mieux sa mission dans un contexte business donné. Donc ça, c'est, la première composante et ce sera beaucoup plus concret pour vous quand je vais vous montrer, ma démo de code. Donc ça, c'est la partie framework décisionnel. Une autre composante, c'est, le LLM que vous allez utiliser. Bah, c'est le cœur de l'agent, en gros, c'est le moteur. Typiquement, vous allez avoir un ChatGPT, vous allez avoir un Claude, vous allez avoir un Gemini. Ces modèles de langage, je ne l'ai pas noté sur la slide, en fonction du type de modèle qu'on choisit, on va se retrouver avec des contraintes, des coûts ou bien des capacités en plus ou en moins. Typiquement, si vous allez prendre un Gemini 1.5 Pro, vous allez avoir une contexte Windows, c'est-à-dire un énorme contexte que le peut traiter l'agent en une fois. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui uploader plusieurs livres d'un coup et il sera capable de chercher une information très précise dedans. Si vous utilisez des modèles type Omni comme
le ChatGPT 4o qui est capable d'interagir dans une conversation, et ben, vous allez avoir certaines fonctionnalités que vous n'aurez pas avec d'autres modèles. Si vous utilisez des modèles plus petits mais locaux comme Llama 3.1, bah, vous allez peut-être avoir un temps d'inférence plus rapide, mais vous allez pouvoir dire au revoir dans certains cas, si en fonction du modèle, par exemple Llama 3.1, vous n'allez pas avoir la multimodalité, c'est-à-dire le fait qu'il puisse comprendre les images et cetera. Heu et en fait, cette composante d'un agent est vraiment importante. Bah, en gros, c'est le moteur que vous allez mettre dans votre voiture. Il y a des Aujourd'hui, il y a une réelle étude de, quand est-ce que je vais utiliser tel LLM pardon, pour telle tâche. Moi, je me passionne toutes les semaines d'essayer de trouver le meilleur LLM pour chaque chose que je dois faire dans le cadre de mon travail et de mes passions. Et ça évolue sans cesse. C'est très difficile de se tenir à jour parce que ça bouge à une vitesse folle et c'est passionnant. Le 3e composante technique d'un agent, bah, c'est forcément on a un moteur, on a un framework décisionnel qui dit, au cerveau, comment il est censé agir. Bah, il faut bien qu'on puisse à un moment communiquer avec cet agent-là et ce sont les interfaces de communication. Elles peuvent être de plusieurs types et encore une fois, elles sont liées au type de modalité supportée par le LLM en question. Vous pouvez communiquer avec par la voix, vous pouvez communiquer avec par le texte, par la vidéo, et cetera, et cetera. Ça, c'est l'interface et une composante pardon, très, très importante d'un système agentique qui fait qu'il peut évoluer avec le temps et comprendre, ce que vous voulez de manière de plus en plus fine, là, c'est la mémoire. Donc on va brancher des sources de données, des bases de données typiquement à un système agentique pour qu'il garde en mémoire les interactions passées. Il garde en mémoire aussi les données qu'il est censé manipuler afin de, rendre le traitement plus rapide, plus personnalisé et cetera. Donc toutes ces composantes, sont indispensables pour créer un vrai système agentique et moi, ce que je veux vous dire par la suite, c'est, bah, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça dans mon organisation? Donc là, je vous ai montré juste avant de quoi est composé un agent, pourquoi est-ce que ça va grandir dans le futur, mais ça n'explique pas, ben, pourquoi j'en aurais besoin. Et ben, pour, les bienfaits que peuvent apporter des agents, dans votre organisation, bah, là je vous les ai listés. Bah, vous allez pouvoir, faire vraiment du pattern matching at scale. C'est-à-dire, encore une fois, on va prendre n'importe quelle profession où il y a des gens qui ont une grande expérience dans certains domaines. On va prendre, je sais pas, le domaine légal. Il y a un moment où, la capacité de traitement du cerveau humain atteint une limite en termes de volume de données. Typiquement, si vous allez rechercher, j'aime bien l'exemple de la profession, des professions légales, juridiques. Et ben, si vous avez besoin de trouver un cas très précis, pour corroborer, je ne sais pas, un argument, une démonstration juridique, vous allez pouvoir obtenir un résultat beaucoup plus rapide, en injectant les données massives de jurisprudence, de textes de loi et cetera à un agent, qui est conditionné en réalité pour traiter ce gros volume, de manière, beaucoup plus rapide que le ferait n'importe quel assistant juridique. Du coup, ça permettra d'accélérer votre temps de travail. Ça permet dans d'autres cas, pour les métiers plus créatifs ou qui nécessitent, plus de conception, ça vous aide à faire un support à la réflexion. Moi, typiquement, j'utilise souvent des LLM quand j'ai besoin de connaître l'état de l'art sur certains types de technologies, des LLM bien sûr branchés à internet, sinon ça n'a pas d'intérêt. J'ai besoin en fait souvent pour bootstrapper en quelque sorte, ma réflexion et pour connaître l'état de l'art sur tel ou tel domaine, bah, d'utiliser des LLM qui vont m'aider pour ça. Et le gain en productivité, le gain en diminution de charge cognitive, juste parce qu'on a une sorte de petite pichenette cognitive de départ, par un LLM, c'est juste génial. On peut aussi automatiser et là ça devient très, très intéressant en termes de, désolé je parle en anglais, de billable hours, d'heures facturables. Ça devient vraiment passionnant, ça devient vraiment pardon, important dans la mesure où, certaines tâches qui sont vraiment, vraiment, répétitives, typiquement, tous les X jours je dois envoyer telle facture à tel service, pour qu'il soit enregistré, pour qu'elle soit enregistrée, et ben, tout ça, je peux l'automatiser encore plus facilement. Je pouvais le faire avant avec du simple code Python, mais je peux le faire de manière encore plus souple et facile aujourd'hui avec des agents qui comprennent, ben, ce que c'est que cette facture, ce ticket de caisse, qui peuvent trier avant même que j'ai besoin de le faire,
selon des critères définis en langage naturel. Et avant, on ne pouvait pas faire ça. On était obligé, pour chaque type de... On va reprendre l'exemple des notes de frais et des factures, par exemple. On était obligé, pour chaque type de note de frais ou de ticket de caisse, eh ben, de coder la partie qui sera capable de comprendre ce type de ticket de caisse-là dans tel magasin, et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec des modèles de vision, ben, on a juste à scanner la facture en question et on dépasse même les capacités d'OCR parce qu'on a une compréhension contextuelle de ces documents-là qui vont pouvoir être traités de manière beaucoup plus rapide et efficace dans le cadre d'une organisation. Et enfin, pour les dirigeants, à quoi ça sert d'avoir des AI agents? Bah, ça permet, vu cette capacité de traiter de manière massive des données en temps réel, de détecter des patterns et de comprendre un contexte, bah, ça va aider à la prise de décision. Donc, Heu, même si vous n'êtes pas convaincu, de la nécessité d'utiliser ce type d'agent-là, bah, l'avantage concurrentiel que peut apporter, cette technologie-là est vraiment, vraiment important en termes de temps, ben, justement, vous allez faire des économies et en termes, d'insight, c'est-à-dire que vous allez avoir une vision beaucoup moins personnelle de la réalité, mais beaucoup plus basée sur des données. Cela implique, bien sûr, que votre organisation soit prête pour cela. Justement, on va en parler juste après. Il y a des limitations et des risques. Bah, déjà, pour que votre organisation soit prête pour utiliser ce genre de système-là, il faut que vous ayez les données qui vont avec. Mais avant de parler de ça, il faut aussi que vous ayez conscience des risques inhérents, et Johan en avait parlé la semaine dernière, à ce type d'intelligence artificielle. Bah, c'est tout ce qui est biais algorithmique. Typiquement, si vos données ne surpassent pas la réalité de base, vous allez entretenir le biais via vos agents. Typiquement, si vous ne on va reprendre l'exemple des notes de frais. Si vous ne passez en note de frais que certains types de dépenses et que vous mettez sous silence quantité d'autres dépenses, qui vont être, imputées de manière différente, et que vous n'allez pas surfacer ça dans le document final qui va vous permettre de traquer vos coûts, eh ben, vous allez introduire ce biais algorithmique parce que ce sont vos données, c'est vous qui avez sélectionné d'une certaine manière ces données-là, vous allez introduire ce biais algorithmique dans votre agent et du coup, ce sera un problème. Donc là, il y a aussi une part de responsabilité humaine. Les agents ne font pas absolument tout. Il y a une grande part de responsabilité humaine sur l'output, la sortie finale de l'agent, dans la mesure où si vous sélectionnez mal vos données, eh ben, vous allez avoir, comme le dit le dicton, garbage in, garbage out, vous allez avoir un mauvais résultat. Il y a aussi de nouveaux problèmes liés à la cybersécurité. J'ai lu un article récemment qui parlait du fait que quand on utilise un LLM dans un terminal, en fonction du type de caractère qui est sorti par le LLM, eh ben, il peut prendre le contrôle de votre terminal. C'est quand même un gros problème. Vous allez aussi avoir des risques liés à la sécurité, on va dire plus éthique. Est-ce que les réponses que vont formuler, les agents, ne vont pas causer du tort, et là on rentre dans le domaine du légal, à d'autres êtres humains, et cetera, et cetera. On a aussi la transparence et l'explicabilité, pardon. Comment expliquer telle décision si on ne la comprend pas soi-même? Comment se baser sur la décision d'un agent si cet agent est une black box? Ça, c'est des vraies questions qui vont se poser de plus en plus, et il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur, bah, l'IA explicable, parce qu'on ne peut pas confier de telles responsabilités organisationnelles à des systèmes informatiques si on ne sait pas comment ils marchent. C'est un peu de la folie. Et bien sûr, il y a aussi la partie, des coûts. Il faut en avoir conscience. En fonction, du type d'implémentation que vous allez choisir pour les agents, eh ben, vous allez avoir potentiellement une facture salée, et ça, il faut que vous le sachiez. Typiquement, si vous êtes, all-in sur le cloud, pour tel ou tel cloud provider, que ce soit Azure, GCP ou autre, et que vous décidez de ne pas utiliser d'agent en local sur votre machine ou sur vos serveurs, et cetera, vous allez et si vous avez un gros volume de données à traiter, vous allez avoir des coûts énormes au bout d'un moment qu'il faudra prendre en compte. Ah, et il faudra voir aussi, faire le ratio. Est-ce que les économies que j'ai fait avec un agent valent, le coût qu'il me coûte? Du coup, ça, c'est vraiment des questions à prendre en compte, et il faut en avoir conscience avant de faire cette transition-là vers des systèmes autonomes, sinon vous allez avoir de mauvaises surprises, tout simplement. Justement, aujourd'hui, là, c'est un diagramme qui sort d'un site qui s'appelle markovate.com. C'est un site, qui fait des enquêtes et du et en fait, aujourd'hui,
en 2024, ils ont essayé de déterminer qu'est-ce qui coûte dans le développement, d'un agent autonome au sein d'une organisation et typiquement, bah, la plus grosse partie, ça va être, le fait de développer le modèle et de l'entraîner. Ça va être aussi la partie de collecter la donnée et cetera et tout le monde a d'excellentes idées, donc la partie identifier les use cases, bah, c'est la partie qui prend le moins de temps, mais c'est tout le reste qui va prendre beaucoup plus de temps de développement et donc d'argent. Aujourd'hui et encore ça reste vraiment une énorme fourchette en fonction du type d'agent que vous allez pardon, vouloir implémenter. On est sur, pour des agents très simples, sur une facture de 5 000 à 300 000 si on veut vraiment faire des pipelines hyper complexes. Bah, là, vous voyez la slide, les technologies qui vont utiliser des agents, bah, vont grimper, c'est ce que je disais tout à l'heure et on voit déjà aujourd'hui sur le marché, la slide de tout à l'heure parlait de 5,1 milliards de parts de marché de cette partie agentique. Aujourd'hui, 63 des entreprises qui ont déjà commencé à utiliser ce type d'agent ont constaté une augmentation de leur chiffre d'affaires de 10 après la mise en place de ces systèmes-là. Du coup, si on veut déployer des systèmes d'IA à l'échelle, ben, on doit généralement suivre 3 étapes. En tout cas, c'est celles que je recommanderais de suivre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au biais algorithmique et au fait de sélectionner les bonnes données pour votre agent. Vous devez avoir un pipeline de données initial qui soit correct pour votre preuve de concept et c'est vraiment une partie sur laquelle il ne faut pas lésiner parce que c'est la partie fondatrice de votre système agentique. Vous allez devoir, donc ça, on est au niveau POC. Ensuite, vous allez devoir mettre en production votre POC et ça signifie quoi? Bah, ça signifie que votre LLM doit avoir un temps de latence correct, que vos données soient tout le temps pertinentes et à jour. Vous avez des sociétés dont c'est la spécialité et qui ont fait énormément d'argent, typiquement la société Palantir. Heu, Vous allez devoir ensuite, pour l'étape 3, plateformiser, votre agent, c'est-à-dire le rendre, accessible facilement dans toute votre organisation. Et du coup, c'est généralement des étapes que vous allez suivre et si vous avez besoin de nous, on peut vous aider. Voilà, je fais la pub parce qu'on est quand même un webinaire de Reboot. Du coup, les systèmes d'IA, bah, permettent de tirer parti de toute cette autonomie at scale et voilà, c'est la conclusion que je voulais dire. Vous dire ma slide, c'est pas mais en gros, ce type de système, si on le fait bien, peut vraiment vous faire gagner du temps, du chiffre d'affaires, du plaisir au travail, et c'est ça qui est important et c'est ça que je veux que vous reteniez et de toutes les façons, que vous soyez réticent ou pas, c'est le futur, simplement. Du coup, là, je vais rentrer dans la partie, on va dire, un peu plus technique de ma presse. Je vais vous parler de différents types de design patterns, c'est-à-dire des patrons de conception qu'on utilise pour faire des agents. Vous allez avoir en fait, plusieurs façons et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, pardon, quand je vous parlais de framework décisionnel. Vous allez avoir plusieurs façons de créer un agent. Vous avez un modèle de chat séquentiel, là je vous en ai cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Il y a des papiers archives qui sortent tous les jours sur des différents types d'architecture agentique. Je vais vous en sélectionner un parce qu'il m'intéresse particulièrement. Bah, JP Morgan, la grosse firme financière que tout le monde connaît, utilise par exemple de la collaboration multi-agents dans ses systèmes agentiques. Vous allez typiquement avoir un agent qui va observer les conditions du marché, un agent qui va analyser ces conditions-là. Donc, on a vraiment une division du travail entre systèmes autonomes. Chaque agent a une tâche très très précise. Donc, l'agent qui observe les conditions du marché, l'agent qui analyse et qui va chercher à détecter des opportunités. Typiquement, un exemple, telle action de telle société voit son prix chuter, mais les fondamentaux de cette société sont bons, alors il y a peut-être une opportunité type buy the dip et il faut acheter des actions de cette société avant que ça remonte. Et vous avez un autre agent qui va exécuter les trades, tout simplement, et dont c'est la seule spécialité. Et en gros, JP Morgan et d'autres sociétés, quand ils mettent en place ce genre de système, ben, font une sorte d'émulation de la bonne vieille industrie où chaque humain, chaque employé connaît son poste et est expert dans ce domaine-là. Vous avez aussi d'autres types de modèles comme la planification, et ça c'est ce qu'utilise Perplexity. Typiquement, vous allez demander n'importe quoi à Perplexity. Il va déterminer les sous-sujets pour la recherche web qu'il doit faire pour répondre à votre question. Il va rechercher les informations pour chacun de ces sous-sujets et ensuite il va vous faire une synthèse en un temps record. Et du coup,
les choix que vous allez faire vont déterminer en termes de patron de conception, et là je m'adresse aussi bien aux développeurs qu'aux décideurs, les choix que vous allez faire en matière de patron de conception de votre agent vont déterminer son comportement et donc la satisfaction de l'utilisateur final. Là, ce dont je voulais vous parler, faire le focus, il me reste combien de temps, Johan? 35, il me reste 10 minutes, super, j'ai le temps. Eh ben, l'exemple dont je voulais vous parler, parce que tout ça peut paraître un peu, on va dire, difficile à aborder quand on ne connaît pas du tout ces systèmes-là et qu'on ne sait pas comment les implémenter. Bah là, si vous avez des développeurs dans votre équipe et c'est pas forcément, c'est pas de la rocket science, ils n'ont pas forcément besoin d'être, géniaux pour pouvoir mettre en place ce système. C'est assez simple. Je vais vous parler du système React. J'avais déjà écrit un article de blog dessus sur le site, de l'IA Squad, notre blog, qui est sur rebootia.com. Bah là, je vais vous parler du modèle React. Et en fait, React, ça veut dire quoi? Ça veut dire Reasoning and Action. En fait, c'est un design pattern qui, euh, vous avez un utilisateur qui va poser une question, un LLM. Ce LLM est branché à plusieurs outils différents. Et en fonction de la question que vous allez lui poser, il va réfléchir sur est-ce que je peux répondre directement à l'utilisateur ou est-ce que j'ai besoin d'utiliser un outil pour ça. Et une fois que, si c'est le cas, le LLM va appeler cet outil, ça peut être n'importe quoi cet outil, ça peut être une base de données, ça peut être du code propriétaire qui est appelé dans un système donné. Il va récupérer l'output de cet outil, c'est-à-dire ce que lui répond cet outil, et observer est-ce que le résultat de l'appel à cet outil répond à la question de l'utilisateur, et en fonction de ça, va donner une réponse finale, ou bien va appeler un autre outil ou refaire un autre appel au même outil. Et du coup, ça vous donne dans une sorte de feedback loop assez courte, des systèmes très puissants, mais pourtant très très simples à mettre en place. Bah là, je vais vous faire la démo. Je vais utiliser deux frameworks, LangChain et LangGraph. LangChain, c'est la partie, on va dire, low level. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ce que c'est que LangChain. LangChain, en gros, c'est un framework avec LangGraph. Ce sont des frameworks pour créer des applications agentiques en Python et en TypeScript. Là, je vais vous faire la démo en Python. Et pour que vous ayez une idée de comment ça fonctionne, je vais passer sur mon éditeur. Franchement, pour ceux qui ne sont pas techniques, ne soyez pas effrayés. En réalité, conceptuellement, oubliez toute la partie syntaxe, c'est très simple à comprendre. Je vais vous expliquer. Par exemple, imaginons qu'on veut créer un agent qui soit capable, en fonction du use case, de générer une image, de refaire une recherche sur le web ou d'écrire du code. Pourquoi est-ce qu'on a imaginé ces 3 use cases? Je laisserai Yaniv en parler vendredi, parce qu'on a, une application là dans les fagots à ce sujet. Du coup, pourquoi je vous parle de ces 3 use cases? C'est parce que typiquement, ils sont très différents et vous allez peut-être pas utiliser le même LLM en fonction de chacun de ces use cases, par exemple. Et souvent, vous allez avoir besoin d'outils différents pour réaliser des tâches différentes. Ces exemples sont rigolos, du coup je les ai pris. Et là, je ne fais pas l'implémentation de l'outil en question. Par exemple, là j'ai juste créé une réponse de type chaîne de caractères qui dit qu'on est en train de générer une image. Je ne m'occupe pas du détail d'implémentation de comment l'outil fonctionne. Je dis juste qu'il existe 3 outils qui sont censés faire des choses, et c'est exactement ce que je dis au LLM ici. Je dis ceci est un faux résultat pour générer une image. Tu vas assumer que c'est un vrai résultat parce qu'on est dans un environnement de test. Mais dans la vraie vie, je pourrais brancher n'importe quelle API de génération d'images et l'utiliser réellement dans cette fonction. Ça fonctionnera exactement pareil. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc ça, généralement, quand on va vouloir implémenter un système agentique, on va déjà dire, est-ce que mon agent a besoin d'outils, de se connecter à des systèmes externes ou à du code externe? On définit d'abord les outils. Ensuite, on dit que on récupère un LLM. Donc là, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un Anthropic, un Claude, pardon, un ChatGPT, un Gemini ou un modèle en local. Là, j'utilise des modèles en local qui sont aujourd'hui, à mon sens, assez performants pour faire des choses vraiment très complexes si on les chaîne d'une bonne manière. On lui dit qu'on bind ces outils, c'est-à-dire qu'on attache ces outils au LLM. Du coup, il a une conscience qui peut utiliser ces outils-là, en quelque sorte. Et on définit ce qu'on appelle un nœud. Et ce nœud-là, en fait, c'est juste de dire, ben, je peux appeler mon LLM avec les messages et il a à sa disposition ces outils-là. Là, j'ai créé un autre nœud. On peut créer autant de nœuds qu'on veut dans LangGraph.
Et pourquoi ça s'appelle l'engraphe? En gros, on va créer des comportements qui se présentent sous la forme de graphes. C'est-à-dire, vous allez avoir un nœud, par exemple, prendre la requête de l'utilisateur, un nœud qui va être requêter une base de données SQL pour y répondre, un nœud qui va être envoyer un email de rappel à tel employé pour qu'il fasse ça, et un dernier nœud qui va être de répondre, donner une réponse finale et commerciale à l'utilisateur. Et en fait, on peut créer autant de nœuds qu'on veut et on peut les lier de la manière qu'on veut aussi. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, j'espère que j'aurai pas l'effet démo. Je flippe toujours à chaque fois que je fais une démo en webinar, mais bon, c'est la vie, c'est le jeu. Et du coup, je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Je vous explique pas le code, je préfère vous expliquer le schéma parce que c'est beaucoup plus simple. En fait, vous allez avoir au début un user qui va requêter le LLM. Ensuite, vous allez avoir dans ce nœud-là, c'est celui-ci, un nœud que j'ai appelé expand query. Et en gros, typiquement, il se peut que l'utilisateur formule mal sa demande. Et là, on va juste lui dire au LLM, reformule la demande de l'utilisateur pour maximiser le résultat de satisfaction de cet utilisateur. Et du coup, c'est ce qui s'appelle en informatique, c'est un terme que vous allez souvent voir, de la query expansion. C'est-à-dire, vous avez une intention initiale mal formulée, vous allez la reformuler pour qu'elle soit plus compréhensible et pour en maximiser le résultat. Donc vous avez ce nœud-là de départ, le nœud où on va prendre la requête de l'utilisateur et mieux la formuler. Typiquement, vous allez faire une mauvaise recherche Google du genre j'ai faim, je veux un kebab. Et bien là, vous allez avoir une query expansion. Vous allez dans cette localisation trouver le meilleur établissement type machin. Et en gros, vous allez avoir une version intelligible et beaucoup plus exploitable de la requête utilisateur. Pourquoi j'ai sorti cet exemple? C'est peut-être un acte manqué parce qu'il est 13h41, c'est possible. Et du coup, ensuite, j'ai dans le troisième nœud, ce sera le modèle avec ses outils. Et du coup, là, typiquement, si je demande par exemple une génération d'images, le LLM saura qu'il aura besoin d'appeler cet outil-là. Et ce troisième nœud, en fait, il est basé sur ce qui s'appelle une tools condition. Le LM, parce qu'il est conscient de son environnement, peut décider est-ce que j'ai besoin de tel outil pour répondre à la requête de l'utilisateur? Oui, non. Et en fonction de ça, il va l'appeler. C'est là que vous voyez ce qu'on appelle un conditional edge. J'ai besoin de l'outil? Oui. Dans ce cas-là, je vais l'utiliser et retourner la réponse au modèle. Sinon, je réponds directement à l'utilisateur. Et j'ai ajouté ici ce qu'on appelle un système message qui explique à l'utilisateur comment il est censé utiliser ces outils-là. En gros, il faut être souvent très explicite. Peut-être que c'est une limitation qui va disparaître dans le futur, mais aujourd'hui, il faut être très explicite avec les LLM pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire dans telle situation. Typiquement, si je veux le prix courant du Bitcoin, eh ben, je vais trigger une web search. Pourquoi? Ben parce que je n'aurai pas cette information dans la base de données initiale du LLM, puisque ce n'est pas une information à jour. Si je veux générer une image, ben, je vais devoir appeler ImageTool et ainsi de suite. Et là, je lui donne des contre-exemples. Si je lui demande juste comment ça va aujourd'hui, il n'a pas besoin d'utiliser un des outils pour ça. Et du coup, je vais juste run tout ce qu'il y a au-dessus. Du coup, là, typiquement, je vais commencer par une requête typique de génération d'images. Je veux avoir Batman et Robin. Je ne sais pas s'ils ont une moto tous les deux, mais et du coup, si je veux avoir ça, normalement, je vais appeler l'outil de type generate image. Donc là, ce que je fais, c'est une boucle qui va afficher tous les messages que va utiliser, en gros, c'est la chaîne qui va passer dans le graphe LangGraph. Donc vous avez d'abord le système message, c'est-à-dire sa configuration initiale, comment il est censé réagir lorsque je demande quelque chose. Ensuite, là, ben, j'ai le human message. Là, je vais scroller. J'ai le human message, c'est-à-dire ma requête. J'ai demandé Batman et Robin sur leur moto. Et on voit que tout de suite après, le LLM pardon, a été assez intelligent pour comprendre qu'il doit utiliser l'outil de génération d'images qui lui renvoie ben, mon résultat qui est fake. Mais encore une fois, on peut très bien brancher n'importe quel système de génération d'images à ça. Et à la fin, il va reformuler le résultat et répondre à l'utilisateur. Donc, vous voyez, c'est pas de la rocket science, même un non-développeur peut comprendre. On fait une séquence d'actions et qu'on donne à une intelligence capable de comprendre son environnement un jeu d'outils qui peut être utilisé en toute discrétion. En toute discrétion, je ne sais pas si c'est anglais en français, mais à la demande, comme il en a besoin. Voilà. Par exemple, typiquement, aujourd'hui, si j'ai besoin d'une web search, ben, je vais demander qui a perdu le plus d'argent aujourd'hui sur le stocks market. Ben, je déclenche mon outil. Et là, normalement, j'espère que la démo va fonctionner, parce que parfois c'est pas le cas.
mais je suis assez confiant. Bah là, normalement, le LLM va assez comprendre qui doit faire une web search et donc récupérer aujourd'hui la liste des top losers. Donc là, on voit que, bah, je suis très curieux de voir le résultat d'ailleurs. Là, il m'a halluciné des résultats, c'est génial, mais c'est parce qu'il n'avait pas l'information réelle. Donc là, j'ai ma requête, j'ai mon système message de base, et ensuite, il comprend qu'il doit search le web. Donc ça veut dire que mon système a fonctionné et il a reformulé une requête. C'est là qu'on voit ce qu'on appelle la query expansion, le fait de reformuler une requête. Ben là, moi, j'ai posé une question en langage naturel et là, il a optimisé ma recherche pour un moteur de recherche type Google. Et du coup, le tool lui a renvoyé le faux résultat et lui, il a compris qu'en fait, on est dans un scénario de test et il a commencé à m'halluciner des sociétés qui ont perdu de l'argent. Mais dans la vraie vie, si j'avais implémenté réellement dans le code le fait de rechercher le web, c'est assez trivial de le faire, j'aurais obtenu des résultats et mon agent m'aurait répondu, ben, aujourd'hui c'est Nvidia ou telle société qui a perdu de l'argent. Ok. Donc ça, c'est la partie web search. Et typiquement, si je veux lui demander du code, je rêve de l'agent ultime, celui qui va coder une app qui va me rendre riche, eh ben, je lui demande. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, c'est typiquement, je vais faire appel à l'outil qu'on a défini plus haut, qui est d'écrire du code. Et du coup, on va voir si il va appeler cet outil-là. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que, encore une fois, si je reviens à ce que je disais au début de la présentation, vous allez avoir des LLM qui sont plus performants dans certains domaines que d'autres, des LLM optimisés pour le code, d'autres optimisés pour l'interaction dans un customer support, etc., etc. Et du coup, là, on va voir si ça a fonctionné. J'ai eu une query expansion, c'est-à-dire une reformulation de la requête, et il a sorti, parce que ça c'est très très vague, le fait de coder une app qui puisse rendre riche. Là, il m'a sorti plusieurs idées qui peuvent potentiellement me rendre riche si je fais cette application. C'est d'ailleurs pas mal du tout. Regardez. Cryptocurrency Trading Bot, ouais, c'est cool ça. Et du coup, en fonction de ça, en fonction de ma expanded query, il a décidé d'appeler le tool qui permet d'écrire du code et il a sélectionné la partie créer une app mobile pour gérer du patrimoine. Ça doit être un bon business aussi. Ok. Et du coup, une fois que cet outil a été appelé, il retourne comme tout à l'heure son faux résultat et il m'a proposé de faire une interface graphique en Streamlit, c'est marrant, qui va permettre de montrer des statistiques, voire d'entraîner carrément des modèles sur des données de patrimoine. C'est assez marrant. Ok. Et qui prend en input un CSV de données. Je trouve ça très très drôle, c'est fascinant. Et du coup, tout à la fin, j'ai fait le contre-test, celui où je n'ai pas besoin d'outils, où je vais juste dire au LLM, ben, parle-moi de toi. Et du coup, là, je lui ai clairement expliqué dans mon système message que je vous avais montré avant que sur des requêtes très génériques comme ça, il n'y a pas besoin d'appeler des outils. Et du coup, à partir de là, il est censé me répondre une réponse générique ou dans ma liste de messages, je n'ai pas d'appel à des outils et c'est bien le cas. J'ai juste eu la query et expansion, et c'est tout. Et là, j'ai une réponse, je suis un LLM, blablabla. Et du coup, vous voyez que je vais partager ça d'ailleurs, je vais partager ça. Je sais plus du tout où j'ai mis ça sur GitHub. Je vais le partager après dans la vidéo YouTube. Je vais mettre le lien du repo qui permet d'accéder à ça. Et en fait, sky is the limit. Donc là, avec un pattern assez simple qui est le pattern React, où juste un peu comme je vais reprendre l'exemple de Batman avec sa trousse à outils, vous allez pouvoir mettre les outils que vous voulez à un LLM et il va pouvoir les appeler à sa convenance en fonction de la tâche demandée. Donc on se retrouve avec de l'adaptabilité, le fait de pouvoir prendre des décisions de manière autonome, le fait d'être conscient de son environnement via les outils qui sont attachés au LLM et le fait de raisonner, le fait même de se demander est-ce que j'ai besoin d'un outil pour répondre à la requête de l'utilisateur, c'est une forme de raisonnement. Et je veux conclure sur le fait que pour faire tout ça, qui est quand même un système assez intelligent, qu'il aurait été impensable de faire il y a quelques années avec du code très déterministique sans IA, voire impossible, et bien, tout ce système-là, il a été fait avec un Llama 3.1 qui a juste besoin de 8 gigas de VRAM pour tourner sur votre ordi. Ça, il peut tourner sur mon portable, il peut tourner sur pas mal de machines et même si vous n'avez pas de GPU, il aura une rapidité décente, uniquement sur CPU, sur votre processeur. Donc on parle vraiment d'agents qui sont de plus en plus optimisés, de plus en plus petits et qui pourront tourner, hem sur des machines de plus en plus contraintes en ressources. Donc ce que je veux que vous reteniez de cette petite démo,
c'est que vous allez pouvoir créer des systèmes très complexes et vous allez pouvoir commencer simple. Moi, je vous recommande d'utiliser le pattern React pour commencer parce que c'est très très simple. Et après, vous allez pouvoir faire ce que fait JP Morgan, ce que font d'autres grosses sociétés avec du multi-agent. Je vous ferai euh, des autres design patterns, du multi-agent, de la planification comme fait Perplexity, du modèle de chat séquentiel où là on va chaîner des actions intelligentes pour obtenir un résultat. Là, vous allez vraiment avoir la latitude pour tester plein de choses. C'est un domaine où le champ des possibles est quasiment infini. Et du coup, ben, je vais conclure là-dessus, parce que je trouve que c'est vraiment une bonne conclusion, à savoir que vous pouvez à peu de frais commencer à automatiser vos process. Vous avez besoin pour cela, j'insiste, de données correctes et à jour. Et à partir de là, selon votre industrie, vous allez pouvoir faire littéralement n'importe quoi. Et c'est génial. Et du coup, je vais en conclure ici. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat peut-être? Merci Yacine. Mais de rien. S'il y a des questions sur le chat, on peut les poser. Ouais. Du coup, première question, combien de temps il faut pour avoir des données fiables? Alors, c'est une question compliquée en réalité. Bah, en fonction du type de business que vous avez et de la difficulté à obtenir des données, vous allez avoir plus ou moins besoin de temps pour obtenir des données fiables. Par exemple, Yaniv, ce matin, veut faire du cost tracking. Typiquement, nous, combien il nous faut de temps pour avoir des données fiables à cet égard? On a juste besoin de faire un export Excel des logiciels qu'on utilise pour faire de la compta sur certains points. Johan, qui est avec moi, a eu besoin de regarder un peu nos coûts de déploiement sur différents serveurs. Ça n'a pas pris plus d'une matinée pour avoir des données fiables. Ensuite, avoir des données fiables, ce n'est pas suffisant, il faut aussi qu'elles soient à jour. Donc il faut prévoir qu'il y ait un Gugus ou bien un agent qui fasse ça, par exemple, toutes les semaines. Et du coup, je dirais que pour avoir des données fiables, il faut au minimum une demi-journée, une journée. Même si vous êtes dans une industrie purement physique ou avec des machines qui font des choses dans la vie réelle, bah, avoir des données fiables va prendre peut-être beaucoup plus de temps parce que vous allez devoir installer les capteurs physiques pertinents sur vos chaînes de montage, par exemple, pour avoir ces données-là. Donc vraiment, il n'y a pas de réponse unique à la question. En fonction de votre business et de la rapidité à laquelle vous pouvez accéder aux données, ben, le temps qu'il faut pour avoir des données fiables va changer. Voilà. Ok. Moi, j'ai une question aussi pour toi. Ouais. C'est dans quelle mesure est-ce que il faut créer un ou plusieurs agents? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux pour toi avoir un seul agent connecté à toutes les sources de données qui peut faire plusieurs choses ou plein de petits agents qui communiquent pour organiser un système? Alors, pour répondre à cette question, moi, je voudrais parler de l'inflation des outils. Par exemple, là, on est sur un système assez simple où il n'y a que trois outils. Pour les simplifier, on va les appeler A, B et C. A, B. Donc, sur un système comme ça où il y a très très peu d'outils, bah, un seul agent, bah, c'est vraiment bien dans la mesure où même s'il n'est pas le plus performant, si vous utilisez des agents en local, pardon, il va vite comprendre qu'il doit utiliser l'outil A, B ou C en fonction du use. Par contre, si vous êtes dans un système de grosses organisations beaucoup plus compliquées, où il va y avoir, je sais pas, 10, 15, 20, 30 outils, là, peut-être que vous avez un intérêt à faire comme un système de poupée russe, où chaque outil est en fait un agent, qui lui-même a accès à son jeu d'outils dans son domaine précis, et ainsi diviser la complexité euh, en encapsulant tous ces outils-là dans des familles d'outils complexes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te raconte. En gros, créer des familles d'outils complexes qui sont en fait des agents et en faire elles-mêmes des outils qui ont un nombre limité, qui sont appelés par l'agent qui est le point d'entrée de l'application. Et en gros, moi, c'est comme ça que je verrai les choses et c'est comme ça que j'ai envie de créer des applications agentiques. À partir du moment où on va utiliser des design patterns plus compliqués, déjà, il faut une grosse expertise dans la matière pour le faire et il faut avoir beaucoup essayé ce système dans la nature pour dire ah finalement mon React Agent n'est pas suffisant. Je dirais que le choix par défaut, ce serait un React Agent et que si on n'a pas que si on a beaucoup d'outils, il faut wrapper en fait ces outils-là dans un super agent qui lui-même fait appel à ces outils-là. Je dirais que ce serait ça la meilleure solution. Donc plein de petits agents frappés dans un gros agent. Voilà, le système des poupées russes pour moi c'est le top dans un premier temps. Et si plus tard on se rend compte que on fait toujours la même séquence d'action,
bah là peut-être qu'on va vouloir utiliser le chat séquentiel. C'est-à-dire typiquement un agent qui fait X, un agent qui fait Z, un agent qui fait Y juste après. Ça, pour moi, c'est du battle testing sur le terrain. On balance son agent React, on voit ce qui se passe. Donc ça veut dire que le monitoring et le logging de l'agent sont très importants pour voir généralement les erreurs, les points de friction, les points de latence. Et à partir de là, on décide plus tard, dans un second temps, d'utiliser un modèle, on va dire, un peu plus élaboré. Donc pour moi, React, c'est un peu le go-to agent quand on sait pas. Ok, merci. Question suivante, est-ce que ça coûte cher de mettre un projet de ce type en place? Non, ça ne coûte pas cher et je suis catégorique là-dessus. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, on peut utiliser des agents locaux qui ont une intelligence aujourd'hui franchement impressionnante. Il y a par exemple Alibaba Cloud, Qwen pardon, qui a sorti Marco 01 qui concurrence le O1 de ChatGPT qui est payant, qui peut tourner sur n'importe quelle machine, c'est vraiment impressionnant. Donc aujourd'hui, ça ne coûte pas cher de run ce type de système à partir du moment où vous avez une Nvidia d'entrée de gamme sur un ordinateur portable. Donc à part un ordinateur, si vous passez en local, vous n'avez besoin de rien d'autre. Et du coup, le coût va dépendre surtout du volume de données que vous allez brancher à votre système. Il faudra du stockage. Il vous dépendra aussi de la configuration réseau de votre système. Est-ce que vous allez devoir assurer des interactions en temps réel à un fort volume? Donc oui, ça va vous coûter en serveur. En fait, je pense que ça ne coûtera pas plus ou moins que n'importe quel système informatique. Si c'est le petit soft de votre entreprise locale familiale, ça ne vous coûtera rien quasiment, à part l'investissement initial en machine et en système d'exploitation. C'est tout. Par contre, si vous avez besoin d'un système qui fait du public facing sur des centaines de milliers d'utilisateurs, bah, le coût sera celui de n'importe quelle appli web qui fait du public facing sur du centaines de milliers d'utilisateurs, additionnant à ça, bien sûr, les coûts d'inférence. Parce que soit vous avez un data center avec beaucoup de GPU, et là on est dans un modèle CAPEX versus OPEX, soit vous avez en gros un investissement initial en hardware qui est prévu pour ça, et vous allez pouvoir l'utiliser, soit vous avez une charge variable pour ces charges d'inférence qui ont besoin de GPU, et là vous allez avoir des coûts variables en fonction. Du coup, j'ai envie de dire, de base, ce type d'agent ne coûte pas cher, mais en fonction du scale de votre activité, bah, ils peuvent avoir des coûts inhérents et propres en fait à toutes les applications web, simplement. Ok, il n'y a pas d'autres questions. Super, ben, merci de m'avoir écouté jusque-là, et ça reste un domaine passionnant, et vous pouvez nous appeler chez Elite Conseil si vous avez la moindre question à ce sujet, parce que nous on adore parler de ça, tout simplement. Voilà, voilà. Merci.